bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous accueillir pour notre heure de débat autour de l'actualité avec votre point de vue de philosophe. On va évoquer en premier les scandales des agressions sexuelles sur des enfants. Elles se multiplient. Après la mort de la petite Liana, on découvre chaque jour de nouvelles affaires de pédocriminalité qui révèlent l'ampleur de ces réseaux dans notre pays. Y a-t-il une absence de volonté de lutter au niveau national contre ces criminels abjects ? Est-ce que l'on est face à des violences systémiques ? On entendra les avocats qui défendent les enfants et se révoltent de cette inaction générale. Le Parlement a adopté la proposition de loi qui permet de rallonger la durée de rétention des étrangers jugés dangereux en centre de rétention. Proposition de loi qui porte le nom de Philippine, cette jeune fille tuée et violée par un OQTF marocain en 2024. Vous avez été choqué, Michel, par l'attitude du Parti socialiste, de la France insoumise, qui ont voté contre cette proposition qui est censée protéger les victimes de ces délinquants étrangers. La fin du sommet du G7 en France, à Évian. Cette réunion diplomatique s'est terminée par un dîner à Versailles, donné pour fêter les 250 ans de la Constitution des États-Unis et surtout de l'indépendance des États-Unis, en présence bien sûr de Donald Trump, le président américain, qui a signé au moment de ce dîner un accord, l'accord avec l'Iran, qui prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, mais pas un mot en revanche du peuple iranien. Vous souhaitiez y revenir, Michel, on entendra ce que vous avez à nous dire. Et puis le point philo, évidemment, on va parler du général de Gaulle, Le fil de l'épée. C'est un livre de philosophie politique pour vous. Le général décrit le portrait du chef, livre qui est très utile aujourd'hui pour savoir ce que doit être un chef d'État. Et puis bien sûr, on évoquera les commémorations du 86e anniversaire de l'appel du 18 juin. Voilà pour le menu. Est-ce que ça vous va, Michel ? Convient. On va commencer par les sujets les plus difficiles, les plus lourds, avec cette émotion des Français qui ne retombent pas après la mort de la petite Liana. Tous les lundis soirs, il y a des manifestations devant le ministère de la Justice à Paris. Et puis chaque jour, je vous le disais, on découvre un nouveau scandale d'agression sexuelle. Cette semaine, il y avait l'affaire du périscolaire à Paris, un animateur suspecté d'agression sexuelle sur 9 petites filles qui a été relaxé par le tribunal. Incompréhension de ces avocats, des avocats des parents. On va écouter l'une de ces avocates et ensuite on écoutera une maman. Je ne suis pas sûre d'avoir compris cette décision et je ne suis pas sûre d'avoir compris cette motivation. Le président a énoncé un certain nombre d'éléments. Au sens du tribunal, manifestement, ce que j'ai compris de cette décision, mais il faudra effectivement lire la motivation, c'est qu'il considère que certes il y avait comportement inapproprié, car comportement fautif au sens professionnel, mais que ça n'était pas constitutif de l'infraction telles qu'elles sont prévues, puisqu'il y en avait 2 dans le code de procédure pénale, dans le code pénal. Je ne suis pas du tout évidemment d'accord avec cette analyse. À mon sens, l'infraction d'harcèlement sexuel, elle était constituée, et nous espérons que le parquet interjettera appel et qu'on aura l'occasion d'aller devant la cour d'appel pour que ce dossier soit à nouveau jugé. Voilà pour cette avocate des parties civiles. Le parquet a bien interjeté appel, donc il y aura un deuxième procès qui peut-être reviendra sur ce qui a été décidé en première instance. Je rappelle que le prévenu il y avait des réquisitions de 18 mois de prison avec sursis à son encontre. On va écouter maintenant la maman d'une des victimes qui était présente à ce procès. Je suis indignée et en colère. Ce verdict traduit la lâcheté systémique d'institutions et de tribunaux d'une indulgence coupable. En réduisant les enfants à de simples objets dont on pourrait disposer ou que l'on pourrait détruire, le signal envoyé est d'une gravité absolue. C'est garantir l'impunité aux criminels, leur offrir un terrain de jeu et les encourager à continuer. Une étape judiciaire s'achève aujourd'hui et elle met en lumière de trop nombreuses failles. Il est temps que le système prenne à son tour ses responsabilités et se réforme en profondeur, qu'il soit à la hauteur de ces petites filles qui ne se sont pas tues. Voilà pour ces 2 témoignages, Michel, sans revenir sur le fond du dossier, parce que nous n'avons pas ce dossier entre les mains. Est-ce que vous avez l'impression que notre justice et que l'ensemble du pays ne prend pas à bras-le-corps le problème des agressions sexuelles contre les enfants ? Oui. Moi, je pense même qu'il y a une tolérance à l'endroit des pédophiles. On a eu l'occasion d'en parler déjà la semaine dernière. Je dis, on a un Gabriel Matzneff qui a écrit un livre qui s'appelle Les moins de 16 ans. Il y a 30 ans, j'écrivais contre ce livre. Déjà, cet homme n'a jamais été inquiété. Il est photographié dans des cocktails à Saint-Germain-des-Prés. Il y a des remises de prix littéraires. Les gens le filment, les gens le photographient. Tout ça circule sur le net et il n'y a aucun problème. Il va passer une seule nuit en prison, ce monsieur. Et un certain nombre d'autres individus. Il y a un gauchisme culturel qui fait la loi depuis mai 68.
68, il y avait la vieille gauche qui était la gauche du Parti communiste, du Parti socialiste pendant mai 68, qui est passée un peu à côté. Je veux dire que les communistes, ils n'ont pas beaucoup aimé mai 68. Et les gauchistes ont pris le pouvoir intellectuellement. C'est-à-dire, on dit c'est une révolution ratée. Non, c'est une révolution intellectuelle réussie, mai 68. Ça a généré les 68 arts. C'est pas exactement la même chose que mai 68, qui n'est pas exactement la même chose non plus que la gauche de cette époque-là. Et dans le logiciel 68 arts, il y a cette idée que les enfants sont des adultes comme les autres. Et qu'on peut donc avoir de la sexualité avec eux. D'ailleurs, j'ai vu que dans son discours à Saint-Denis, Mélenchon se réjouissait que des enfants de 10 ans réclament des droits. Oui. Ça n'a pas été entendu, mais ça a quand même été précisément dit. À 10 ans, les enfants peuvent avoir des devoirs aussi. Et cette idée de faire de telle sorte que les enfants seraient des adultes, et qu'à 10 ans, finalement, ils seraient des adultes, mais qu'en même temps, à 10 ans, ils seraient des adultes et qu'on pourrait les mettre dans son lit. En fait, il y a une charte des droits de l'enfant, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection. Je ne sais pas si c'est de ça dont il parlait ou si c'est autre chose. Mélenchon, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Non, il dit à un moment donné, il se réjouit dans son discours que les enfants de 10 ans puissent revendiquer des droits. Alors peut-être le droit à l'éducation, le droit à la santé. Non, de tous les droits. C'est-à-dire que non, à 10 ans, on apprend qu'on a des devoirs. Et on ne dit pas j'ai des droits, je veux des droits, je crée des droits, je revendique des droits, droit de ceci, droit de cela, etc. etc. Mais on a le droit d'être protégé, le droit d'être éduqué, le droit d'être soigné. Ça s'appelle le devoir des parents. Ça s'appelle le devoir des parents. C'est pas exactement la même chose. Non, je dis qu'il y a sur l'enfant une pensée de l'enfant qui est débile. Un enfant est un enfant. C'est pas un adulte miniature. Je m'exprime peut-être mal, mais je veux dire qu'un enfant, il doit être protégé, aidé, aimé. L'éducation, ça consiste à prendre l'enfant là où il est pour le mener à l'état d'adulte. C'est pas juste de dire l'enfant c'est formidable, c'est merveilleux. C'est aussi bien un objet sexuel qu'un sujet de droit qui serait susceptible de dire je me crée moi-même des droits indépendamment de mes parents. J'ai droit d'avoir tel type de cadeau à Noël parce que j'ai 10 ans, j'ai bien le droit d'avoir le droit. Et je dis c'est problématique cette incapacité à penser l'enfant tel qu'il est, à penser le vieillard tel qu'il est aussi. C'est-à-dire à penser les personnes les plus fragiles, à penser le handicapé. Personnes en situation de handicap, comme il faut dire aujourd'hui, mais je veux dire que quel est le statut de ces gens qui sont les plus exposés à la violence du monde. Et là, on se dit, vous avez un Cohn-Bendit qui lui aussi porte haut et fort le gauchisme culturel sur la question de la pédophilie. Il écrit très précisément qu'il a eu des relations sexualisées, je dirais, il s'est fait toucher le sexe, qu'il a touché le sexe des enfants, etc. Il n'y a aucun problème, ces gens-là ne sont jamais écoutés, ne sont jamais entendus par la justice. Et puis quand on a cette relaxe, elle est terrible, cette mère de famille, je la comprends. Elle se dit, mais c'est quoi cette justice cet avocat formidable que vous avez reçu sur votre plateau, on va l'entendre dans un instant, qui nous explique qu'il y a tout un système, ce système avec des enfants qui sont normalement protégés par des individus. Il y a des patrons qui sont payés très cher par les départements, je crois savoir. Exactement. Et qui sont sur l'aide sociale à l'enfance. C'est ça, qui sont l'ASE, comme on dit maintenant. Qui sont, c'était la DAS. L'ancienne DAS, bien sûr. Vous avez l'idéologie d'abord et le droit après, contrairement à ce qu'on dit. Le droit, c'est pas une religion, c'est-à-dire que Oswald Bodo, là, qui était le gauchiste du syndicat de la magistrature, avait fait cette fameuse harangue où il explique qu'en gros, on fait dire au droit ce que l'on veut. C'est lui qui le dit. Et il dit, dans cette harangue, qu'il faut faire dire au droit qu'il est du côté de machin, de bidule, d'un tel, etc. Alors il faut être du côté, là pour le coup, des adultes qui ont décidé qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec les enfants, et on les laisse tranquilles. Et donc il y a une espèce d'ambiance de pédophilie. Vous avez utilisé un mot anglais qui était friendly. Enfin, c'était quoi l'expression? Alors c'est justement l'expression de l'avocat qu'on va écouter, qui s'appelle Maître Michel Hamas, qui est un avocat marseillais qui a dédié sa vie au combat pour la protection des enfants. Il fait un constat terrible. Il dit on ne protège pas aujourd'hui en France nos enfants de la pédophilie. Écoutons Michel Hamas, et il parlait de pays pédo-friendly. Écoutons-le. La lutte contre la pédophilie n'existe pas dans notre pays. C'est terrible, c'est très important ce que vous dites. C'est un fait. C'est un fait. Par exemple, là, c'est compliqué d'attraper les agressions dans la famille et dans le milieu scolaire. Mais il y en a qu'on peut attraper, ceux qui payent pour avoir des relations sexuelles. On peut les attraper. Pourquoi ? On a leurs adresses IP, vous dites, pour les ordinateurs. Il y a les enfants sont livrés à la pédophilie par des réseaux de pédocriminalité à base de plusieurs sites. Il y en a un notamment, Sex Model, qui est un site d'escorte. Une fois que vous avez repéré le signal pour avoir un enfant, vous regardez si elle vous convient. On parle d'enfants, c'est-à-dire de... Ah, mais moi j'ai des enfants de 11 ans qui devraient être en 6e, qui ont des MST, madame. Mon Dieu. Et que l'État français a transformé en prostituées en quelques semaines. Il y a 20 000 enfants qui se prostituent à partir des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Tout le monde le sait. Personne ne fait rien. Et ce site-là, par exemple, quand je dis qu'il n'y a pas de lutte contre la pédophilie, ce site
on a l'adresse IP, on a le numéro de téléphone de l'enfant, et ça se fait sur Snapchat, c'est-à-dire on localise les gens au mètre près. On a demandé au gouvernement de le fermer en septembre. On a eu des réunions de travail avec une plateforme pluriministérielle, intérieure, justice, santé, femmes, informelle sur Zoom, avec des directeurs de cabinet. On a dit, mais il faut fermer ce site. On a demandé la fermeture de ce site. On l'a demandé en septembre dernier. C'est toujours pas fait, maître ? On est en juin. Mais pas du tout. Mais il n'y a pas un acte posé. Voilà pour ce constat qui fait froid dans le dos et qui est un scandale d'État. Bah oui. Et quelle autre priorité que celle-là, que de protéger les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance? Je veux dire, un chef d'État intervient sur un propos comme celui-ci, personnellement, plutôt que de faire le kéké à Versailles. Il intervient personnellement en disant il me reste. On peut faire les deux, mais c'est vrai qu'on peut faire les deux. On peut accueillir Trump à Versailles, mais s'emparer de ces sujets-là aussi. Non, mais je veux dire, ils sont des sujets vitaux. Il y a des urgences. Il n'y a pas urgence à faire semblant qu'on a traité des problèmes de la paix. On y reviendra. On va y revenir dans un instant. Mais je veux dire que l'urgence, c'est ce que dit ce monsieur. Tout de suite, moi, je suis président de la République, je téléphone à ce monsieur, je dis vous venez dans mon bureau dès que vous pouvez. Et on règle ça. Et vous me dites ce qu'il faut faire. On ferme ce site, on protège les enfants de la zone. Mais bien sûr. Tout ce qu'il a dit, vous vous rendez compte, chaque phrase est susceptible d'être prise à part, comme ça, en se disant, mais c'est quand même incroyable ce qu'on découvre avec ce monsieur. Il est formidable, ce monsieur, de dire des choses pareilles. Mais donc, ça veut dire qu'on sait qui est coupable, et ça veut dire que ces gens qui sont coupables sont protégés. Ça paraît évident. En tout cas, ils sont impunis. Quand vous avez des gens qui vous parlent de réseaux pédocriminaux, de pédocriminalité, moi je dis pédophile, parce que cette façon de ne pas vouloir utiliser le mot pédophile, c'est une façon de dire, la pédophilie, c'est pas ça, ça reste grec, ça reste Platon, ça reste l'initiation entre un adulte et un enfant, etc. Non, la pédophilie, pour moi, elle est criminelle en tant que telle, mais je veux bien pédocriminalité. Et on se dit, mais Epstein, mais le réseau de Saint-Germain-des-Prés, mais ce que nous dit ce monsieur de ce qui se passe à Marseille, il y a des noms, très précisément. On sait qui sont ces noms-là, on sait qui sont ces gens-là. Il y a des gens qui sont payés pour faire, par l'État, pour faire ce métier de rabatteur de petits garçons et de petites filles. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, autre sujet que nous voulions aborder, la loi philippine qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale, portée par le député Ensemble pour la République Charles Rodwell, qui permet de rallonger la durée de rétention des étrangers jugés dangereux en centre de rétention. Philippine, c'est cette jeune fille, je l'avais dit tout à l'heure, tuée en 2024 par un OQTF marocain. On va écouter ce qu'en a dit Charles Rodwell, et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes choqué par l'attitude de la gauche qui a voté contre, Parti socialiste et les filles compris. Et à la suite de la mort de Philippine, on attendait aussi que ce texte soit voté de manière transpartisane, mais la gauche, notamment la France Insoumise, a préféré parler de textes de déportation, je les cite, textes liés à des camps de concentration, je les cite de nouveau, textes qui n'honorent pas la République parce que selon eux, l'honneur de la République aurait été, je les cite, de régulariser des terroristes aux OQTF plutôt que de les enfermer. Et ce n'est évidemment pas la conception que je me fais de la République, et je voudrais notamment dénoncer l'hypocrisie et le caractère confondant de l'attitude des socialistes qui, plutôt que de choisir la République aujourd'hui, ont choisi la soumission à Mélenchon. Et je crois que l'histoire les jugera, et les électeurs, eux, les ont déjà jugés puisqu'ils les ont déjà désertés. Je crois que c'est l'une des grandes leçons politiques aussi d'aujourd'hui. Voilà pour Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, sur l'attitude de la gauche. Alors, sur le fond, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette proposition de loi, mais sur l'attitude de la gauche, comment vous l'expliquez? Les mots déportation, camp de concentration, Michel Onfray. C'est sidérant. D'abord, ça n'arrête pas. C'est depuis des années. Et moi, depuis des années, je me bats contre cette instrumentalisation de la Shoah, qui est du négationnisme. Et je le dis depuis très longtemps. Et je défends beaucoup la communauté juive, mais je pense qu'elle a été silencieuse et que pendant des années, elle a laissé faire l'instrumentalisation de la Shoah. Elle n'aurait jamais dû. Il y avait des moyens de lutter contre Jean-Marie Le Pen, et puis ensuite de lutter contre Marine Le Pen et les idées du père et les idées de la fille, qui ne sont pas les mêmes, que de tout de suite convoquer Oradour-sur-Glane, de tout de suite convoquer la Shoah, de tout de suite convoquer le génocide. D'ailleurs, ce sont des gens qui après voient des génocides partout. Quand on ne les voit pas là où ils sont, évidemment, il y a du génocide aujourd'hui avec ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère verbale qui est insupportable, cette façon d'être du côté des nazis, d'une certaine manière. On banalise le nazisme. Si, parce que vous avez dit qu'ils ont été jugés, mais qui ont été jugés par la loi tout à l'heure. Ce sont des gens qui sont jugés par la loi, qui sont condamnés par la loi, parce qu'ils ont été d'abord jugés pour le fait qu'ils n'avaient pas de papier, donc obligation au QTF de quitter le territoire français, et puis ensuite parce qu'ils ont commis des crimes sexuels, ou des crimes tout court. Et ce sont ces gens-là que défendent la gauche en prétendant que les nazis sont ceux qui voudraient enfermer les violeurs.
on rêve. Et hélas, M. Charles Roswell se trompe quand il dit les électeurs. Hélas, j'aimerais qu'il ait raison, mais les électeurs ont déjà déserté. Mais je rappelle qu'aux dernières législatives, ils n'ont pas déserté. Et qu'en voix, ils sont en tête. Enfin, ça dépend comment on fait le calcul. Soit c'est Marine Le Pen, soit c'est Mélenchon. Mais ça se fait avec. Mélenchon n'était pas en tête, mais l'ensemble du nouveau Front populaire. Était en tête si on les associait tous, et Marine Le Pen était en tête si on prenait le Rassemblement national. Parti par parti. Donc voilà. Et donc non, je pense que les électeurs sont capables les électeurs de gauche sont capables du pire, pourvu que ce soit un pire de gauche. Ce qui importe pour eux, c'est pas le pire. Dans le pire de gauche, c'est la gauche. Donc ils soutiennent Mélenchon, et c'est pour ça que on peut très bien imaginer François Hollande votant Mélenchon au second tour des élections présidentielles sous prétexte qu'il y aurait du nazisme en face, qu'il y aurait de la Shoah en face, et que ou Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ce serait une fois encore Adolf Hitler. Moi, je trouve qu'on ne peut plus parler quand effectivement on se fait traiter de raciste, de fasciste ou de facho systématiquement, et qu'on convoque la Shoah impunément. Parce que vous pouvez tout à fait facilement dire de quelqu'un que c'est un facho, fasciste c'est une insulte me semble-t-il, ou dire qu'il y a du camp de concentration. Vous vous rendez compte combien de morts là dans cette configuration ? 6 millions ou pas ? S'il y a 6 millions, d'accord, ce sont des camps de la mort et ce sont des camps nazis, mais il n'y a pas eu un seul mort, ce sont des gens qui ont tué. Et s'il y a eu des morts, c'est ces gens-là qui ont fabriqué des morts, ils sont homicides. Si on ne peut pas dire on va rallonger le temps de pouvoir étudier leur dossier et de les renvoyer dans leur pays. Si c'est pas possible, et que juste faire ça s'appelle être un nazi, marche sur la tête. Mais moi, je suis toujours étonné que certaines chaînes de télévision, de radio, le service public déroulent le tapis rouge à des gens qui traitent de nazis quiconque ne pense pas comme eux. Le garçon qui a été assassiné à Lyon, il a tout de suite été traité de néo-nazi, et jusqu'à Madame Braun-Pivet qui a fait savoir que si elle avait su que ce garçon était un néo-nazi, elle n'aurait jamais autorisé une minute de silence. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'utiliser les mots n'importe comment pour insulter tout le monde ? Et ce sont toujours les mêmes qui insultent, et ce sont toujours les mêmes qui ne vont pas au tribunal, je vous le rappelle. Ce genre d'insulteur n'est jamais au tribunal pour rendre des comptes en disant vous êtes négationniste en utilisant ce genre de vocabulaire. Bon, les mots ne signifiant plus rien, évidemment, on n'est pas étonné que Mélenchon puisse les utiliser comme ils les utilisent, mais c'est plus gênant de voir que le Parti socialiste n'est pas capable de se séparer de ça. Alors ils sont dans une perspective présidentielle et ça les rend tous fous. Il y a aussi cette petite musique qui est installée par l'extrême gauche d'une prise de pouvoir autoritaire. Il y a des appels à l'insurrection populaire. Si le RN arrivait au pouvoir, c'est des petites graines de chaos qu'on sème dès aujourd'hui. Oui, c'est une théorie de l'allégeance, si vous voyez ce que je veux dire, et qui suppose qu'on nous dit c'est moi qui décide et l'allégeance c'est vous m'obéissez. Et le problème c'est pas la République, le problème c'est pas la démocratie, le problème c'est pas l'élection, le problème c'est même pas d'avoir été majoritaire, parce qu'on dit je suis majoritaire donc il n'y a plus de minorité. Et je rappelle qu'en France, dégager une minorité, dégager une majorité, c'est pas mépriser la minorité. Le général de Gaulle a toujours tout fait pour rassembler un maximum de gens, sauf les collaborationnistes en 1946, mais il est allé jusqu'à chercher des pétinistes ou des vichistes ou des maréchalistes. La preuve avec François Mitterrand. Ou même des collaborationnistes, la preuve avec les communistes à la Libération. C'est juste pour dire qu'il est allé chercher loin et ratisser loin. Et qu'il ratissait loin. Et qu'il le faut. Il avait raison de le faire, parce que si on veut construire la France, Malraux disait ni la droite ni la gauche, le pays. Et si on a, comme moi, le souci du pays, et après de la droite, la gauche, on peut parler de la droite et de la gauche si on veut, mais ça passe après. Et si on a le souci du pays, on s'en vient pas dire, moi je veux l'allégeance absolument, c'est-à-dire quiconque ne pense pas comme moi, je le mets à la poubelle, je le détruis, je l'insulte, etc. Donc on peut siffler la Marseillaise, on peut refuser la République, on peut refuser des résultats d'élections, tout ça est appelé à l'insurrection. Appelé à l'insurrection, donc violente. Bien sûr. Puisque on renvoie à 1789, je rappelle que 1789, il n'y a pas que la prise de la Bastille qui serait formidable. On commence à décapiter le 14 juillet 1789. Notre fête nationale, elle est construite là-dessus. On aurait pu faire une fête nationale sur la Fédération, qui pour le coup est le 14 juillet de l'année suivante, 90, et célébrer justement la Fédération de tout le monde, du roi et des républicains. Mais non, on célèbre les premières décapitations, les premières têtes mises dans des pics, sur des pics, etc. Et on retrouve cette théorie-là chez Mélenchon. Bon, c'est son fonds de commerce, mais le pire, c'est qu'on finit par l'avoir, y compris à Place Publique chez M. Glucksmann, y compris au Parti Socialiste, c'est M. Hollande ou tous les autres. Ils sont une quinzaine à vouloir être président de la République. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire que quand ce député dit « l'histoire jugera », je n'aimerais pas que dans 50 ans, l'histoire ait à juger que nous ayons porté au pouvoir quelqu'un qui, lui, est vraiment dangereux pour la République et pour les libertés publiques, qui serait Jean-Luc Mélenchon, sous prétexte qu'il aurait fallu éviter le fascisme. C'est-à-dire qu'on
on évincerait Marine Le Pen, qui est un clone de Jacques Chirac, au profit de Mélenchon, qui lui est un clone de Robespierre. Bien sûr. Et on saura le 7 juillet prochain le résultat du procès de Marine Le Pen, savoir si elle sera en capacité ou non de se présenter à l'élection présidentielle. On fait une petite pause, Michel. On se retrouve dans un instant. On parlera du général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Ça, je sais que vous n'avez pas oublié cette semaine. Et puis, évidemment, Donald Trump, qui était cette semaine en France, à la fois à Évian-les-Bains et aussi à Versailles. On va voir et écouter la phrase qu'il a lancée à ses partenaires du G7. C'est moi le patron. À tout de suite, dans Face à Michel Onfray. On se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de ce sommet du G7 à Évian-les-Bains qui a eu lieu cette semaine avec les grands de ce monde, à l'exception de la Russie, pour évoquer les grands dossiers, guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, intelligence artificielle, énergie. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient évoqués lors de cette rencontre organisée par la France et Emmanuel Macron. Et puis il y a eu ce moment stupéfiant où Donald Trump est arrivé à la fin de ce sommet, alors que tous ses homologues l'attendaient depuis déjà un certain temps, et il leur a lancé, et on va écouter la séquence, mais de toute façon c'est moi le patron. Est-ce que c'était de l'humour ou pas? Écoutez, et je vous passe la parole. Hello, I'm the boss. How are you? Voilà pour cette séquence, I am the boss, c'est moi le patron, rire gêné des autres chefs d'État. C'est la réalité, Michel Onfray. Ben oui. C'est lui le patron. Oui. Mais il oui, le dit. Ben oui. Moi, je le dis depuis des années, depuis 1944, je le dis. C'est-à-dire que depuis le 6 juin 1944, c'est ce que veulent les Américains, c'est-à-dire une Europe américaine. Et si quelqu'un s'est levé contre ça, c'était bien le général de Gaulle qui a dit « mais pas du tout, l'Europe, elle est européenne et ce sera une Europe des nations. Et la France, d'ailleurs, jouera un rôle tellement majeur que ce sera le conducteur de l'Europe. » C'était le propos du général de Gaulle à l'époque. Quand les gens nous disent « général de Gaulle, il était pour l'Europe ». Oui, il était pour une Europe pilotée par la France. C'est pas exactement la même chose qu'une Europe pilotée par l'Allemagne. Et donc lui, il arrive, et comme il est sans surmoi, et qu'il est le roi du monde, roi du pétrole, et que là, il a une espèce de bout de papier qui dit pendant 60 jours, on s'arrêterait à permettre d'ailleurs aux Iraniens de se refaire une santé. Il dit j'ai gagné, c'est un traité de paix, etc. Il a signé le traité de paix à Versailles d'ailleurs. Oui, mais il va le signer dans 3 ou 4 autres endroits. À chaque fois que vous avez des caméras du monde entier, il veut bien signer puisque c'est tout à sa gloire. Et là, il arrive et sans filtre, il dit c'est moi le patron. Je vous en kikine, quoi, pour parler poliment. Oui. Et puis une petite tape sur le Premier ministre anglais, et puis tous les autres qui sont là en disant vous imaginez le général de Gaulle dans cette configuration-là, on se lève puis on s'en va, ou on prend la parole, ou on dit quelque chose, mais enfin, on se laisse pas humilier comme ça. Ben si. Emmanuel Macron se laisse humilier. Mais à quoi bon ce G7 d'ailleurs? À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? Ouais. Ça servait à l'époque de Giscard d'Estaing, qui est le créateur du G7, et qui voulait à l'époque fabriquer une Europe plus ou moins fédérale. Il faudrait revenir d'ailleurs sur Giscard d'Estaing et arrêter de le penser dans les configurations qui ont été celles de la gauche, parce que il y avait beaucoup de social, il y avait plein de choses. Enfin, il faudrait repenser Giscard. Mais de toute façon, c'était pas mon Europe non plus, hein, celle de Giscard d'Estaing. Mais là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des rendez-vous médiatiques. Et puis on se voit, on se rencontre, on parle. Il n'y a pas de journalistes. Mais alors pourquoi il n'y a pas de journalistes? Vous voulez cacher des choses, les démocrates là, il y a des républicains partout, et puis en même temps vous voulez pas qu'on sache. Mais oui, on s'occupe des affaires du monde, etc. Bien sûr qu'on ne s'occupe pas des affaires du monde au G7, c'est fini depuis très longtemps. La preuve, c'est que Poutine n'y est pas, et que la Chine ne s'y trouve pas, et que l'Inde ne s'y trouve pas, et que nombre de pays qui font la politique mondiale ne s'y trouvent pas non plus. Non, ils font une petite politique médiatique entre eux. Et puis voilà. Et là, lui, il arrive, il dit de toute façon, c'est moi le boss. J'arrive à l'heure que je veux, puis vous allez m'attendre, vous ne commencerez pas sans moi. Et puis, je peux me permettre d'arriver en retard, je peux me permettre de ne pas être là, je peux me permettre, l'année dernière, je crois, de partir avant la fin parce que j'ai autre chose à faire, j'ai des choses importantes à faire, je rentre. Non, c'est une humiliation, mais bon, de toute façon, on aime se faire humilier par les États-Unis depuis 1944, et on va au-devant de cette humiliation. Moi, je ne suis pas du tout étonné. Et il y a eu aussi, après le dîner à Versailles, à la fin de ce G7, Emmanuel Macron et le président Trump se sont déplacés à Versailles pour visiter les dorures du palais, évidemment, de Louis XIV, visite de la Galerie des Glaces, grand dîner, et signature de cet accord avec l'Iran sous les caméras du monde entier. Cela va dans la bonne direction, selon Emmanuel Macron, alors qu'on cherche réouverture du droit d'Ormuz, levée des sanctions sur le pétrole iranien, fonds d'investissement de 300 milliards de dollars. Pas un mot sur le peuple iranien. Mais rien.
Pas un mot. Non, c'est quand même un personnage qui a dit « tenez bon », alors qu'ils offraient leur poitrine aux balles, les Iraniens. C'est-à-dire que vraiment, ils ont été d'un courage formidable, on les voit dans la rue. C'est pas comme chez nous, hein. Je veux dire vraiment, si vous prenez aujourd'hui un coup de matraque, vous allez au tribunal et le policier se retrouve condamné. Et là, on se prend des balles réelles. C'est-à-dire, on meurt. Ils descendaient dans la rue, les Iraniens, et se faisaient fusiller. En quelques jours, il y a eu autant de morts que lors du débarquement du 6 juin 1944, dans les moments les plus chauds, il y a quelques mois. Et Trump arrive en disant « tenez bon, on arrive ». Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il avait un plan, théoriquement. Il avait un plan pour libérer le peuple iranien de la dictature iranienne. Et moi, je peux comprendre qu'il ait besoin d'une infrastructure militaire et que les porte-avions, ça ne se déplace pas aussi facilement qu'un avion supersonique et qu'il faut du temps, du genre « tenez bon, on arrive » et quand on arrivera, vous verrez, j'ai un plan et on va vous débarrasser de ces gens-là. Et puis, il ne fait rien pour libérer le peuple. D'ailleurs, souvenez-vous, vous doutiez de mon doute, mais quand je vous disais, quand il a bombardé en disant ça y est, le problème de l'uranium enrichi, c'est réglé. Vous avez été le premier à le dire. Peut-être même un peu le seul. Oui. Après, je veux dire que quand je disais, mais quand on a des images réelles, on montre des images réelles. Si on montre des images de fiction, des images virtuelles ou des images d'intelligence artificielle, il suffisait de regarder. C'était des fausses images. Les prétendues prises de vue, ça ne pouvait être fait qu'avec de l'intelligence artificielle. Et puis d'un seul coup, on voyait la bombe tomber, puis on la voyait pénétrer dans les sous-sols, et puis on voyait le feu avancer. J'ai dit, ça, ce sont des images de propagande. Et donc, quand on est aussi bêtement dans la propagande, c'est qu'on n'y est pas parvenu. Donc, il n'a rien fait avec le nucléaire iranien, rien du tout. Et il dit que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. C'est ce que dit Donald Trump aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. Peut-être que dans quelques mois, il ne sera plus au pouvoir, et les autres sont en train de continuer à disposer de leur uranium enrichi. On ne sait pas où il est d'ailleurs, et il n'est même pas capable de nous dire où c'est, l'uranium, où il se trouve. Il l'a détruit, mais il ne sait pas où c'est. Non, ils continueront tranquillement à faire l'enrichissement de l'uranium et à travailler à leur bombe atomique. Il n'y a aucune raison. Donc les Iraniens ont gagné en fait. Pardon, oui, le régime iranien, toujours en place, a gagné. Bien sûr. Et le peuple mais l'Occident ne le dira pas. Qui de toute façon, je pense à Emmanuel Macron, il était du côté des Iraniens, pas du côté des Israéliens, il était du côté des Iraniens et pas du côté américain, et il n'a pas soutenu les opérations qui ont eu lieu, il a refusé le survol du territoire français. Emmanuel Macron, donc ils ont pris le parti, ces gens-là, aussi bien de la création d'État palestinien que de l'Iran, et c'est une guerre perdue pour l'Occident. C'est une guerre gagnée pour l'Iran qui, lui, peut très bien dire, mais regardez, on a tenu tête aux États-Unis, et qui va faire payer d'ailleurs aux pays arabes sur lesquels nous aurions pu construire une politique. Il y avait une politique à construire. Et ces pays qui se sont fait bombarder par l'Iran, il y a une réécriture un peu de l'histoire du monde là-bas. Et que fait Macron? Il dit, elle est bien là la caméra pour voir la signature de ce projet qui envisage un projet qui lui-même verrait bienvenu, un projet qui permettrait d'envisager peut-être un jour la paix. Un dernier mot là-dessus, et en revenant sur le sommet du G7, Philippe de Villiers, notre ami, estime que le conflit... les conflits dans le monde, en fait, servent à créer et à construire une Europe fédéraliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ah ben oui, d'abord parce que je le dis depuis des années, et depuis qu'il y a le début des problèmes avec la Russie. Je rappelle quand même que les gens ont l'impression que ça commence il y a 4 ans, parce que les caméras arrivent en disant non, il y a un problème bien avant. Avec le conflit et la guerre en Ukraine, avec l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que nous avons des drapeaux ukrainiens sur des mairies françaises? Pourquoi est-ce que j'étais à Bordeaux l'autre jour et je voyais que sur le Grand Théâtre, il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge, plus le drapeau ukrainien? Pourquoi est-ce que c'est devenu notre guerre? Pourquoi ça n'a pas été notre paix? C'est pas la guerre de la démocratie? C'est devenu... moi, je voulais que ce soit notre paix, pas notre guerre. Pourquoi on a tout fait pour que ce soit la guerre? Pourquoi est-ce que Hollande a dit... Un président ne devrait pas dire ça, c'est écrit dans ce texte-là où il nous fait savoir que Angela Merkel et lui ont trahi et trompé Poutine avec les accords de Minsk. Ça ne veut pas dire travailler pour la paix. Donc si on ne travaille pas pour la paix, on travaille pour la guerre. Ça me paraît très simple dans cette configuration-là. Donc je suis contre Poutine, je suis contre cette guerre et je trouve inadmissible. Mais vous l'avez toujours dit, c'est absolument clair. Je l'ai toujours dit. J'ai juste dit que la guerre, c'était l'ultime moyen.
C'était pas le début. Et Poutine a eu tort. Je veux dire, on ne dit pas j'aime les Ukrainiens, c'est notre peuple, et je veux qu'ils m'aiment, et je les bombarde, je détruis leurs églises, je les ravage, je ravage la population civile, etc., etc. Cette guerre est indéfendable, je ne la défends pas. Mais je dis simplement qu'il faut défendre la paix, et que la paix n'a pas été défendue. Donc oui, si la paix n'a pas été défendue, c'est que il y avait cette option de l'Europe pour dire avançons le plus possible à l'Est, pendant que Poutine disait arrêtez-vous. Et donc si on dit, il a bien entendu Poutine, hein, il n'est pas tenu de lire le livre de M. Hollande pour savoir qu'il s'est fait trahir et par Hollande et par Merkel qui disaient non, on a fait ça, on n'avait pas du tout l'intention de respecter ce traité. Il dit bon, d'accord, très bien, je me comporte comme je me comporte maintenant, ce que je ne défends pas. Je dis simplement qu'il n'y a que des fauteurs de guerre. Aujourd'hui, je vois personne qui veut défendre la paix. Ou alors j'en vois qui veulent défendre la paix, mais simplement au profit de Poutine. Non, moi ça ne m'intéresse pas de défendre la paix au profit de Poutine. Ça m'intéresse de défendre la paix pour la paix. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une espèce de glaciation de l'Ukraine qui ne serait pas otanienne, qui ne serait pas non plus russifiée et qui permettrait d'exister, comme j'ai pensé qu'à une époque, on pouvait faire la même chose avec la Turquie sans la faire entrer dans l'Europe, mais en pensant qu'elle pouvait être une espèce de tête de pont avancée pour nos relations internationales avec les autres pays arabes. Ça s'appelle faire de la politique. Ça s'appelle faire de la diplomatie. Mais pour ces gens-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a une espèce de jouissance virile à déclencher des guerres, à fabriquer des guerres et à se trouver en chef de guerre et surtout à dire attention, il faut préparer cette guerre. D'ici 5 ans, nous aurons une guerre. Mesdames, préparez-vous à perdre vos fils, etc., etc. Ça permet de gouverner parce que la peur permet de facilement gouverner des gens simples. On est en face à Michel Onfray, sur CNews et sur Europe 1. Michel, l'appel du 18 juin, évidemment, l'appel du général de Gaulle. Il y a eu des commémorations cette semaine du 86e anniversaire de cet appel. On va écouter d'abord un extrait de la lecture de cet appel, parce qu'on sait qu'il avait été réenregistré, hein, le général ne l'avait pas fait le 18 juin. Et puis on écoutera le chant des partisans qui, moi, me bouleverse à chaque fois. On va écouter ces 2 séquences. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Voilà pour ce chant des partisans qui nous donne des frissons à chaque fois qu'on l'entend. Michel Onfray, cet appel du 18 juin, il résonne encore très fort aujourd'hui. Hein. Oui, mais Est-ce qu'on en parle assez ? On l'a pas beaucoup lu, parce que les gens savent qu'il y a un appel du 18 juin, mais qui peut dire oui, je l'ai lu et intégralement lu ? Vous ? Bah heureusement, j'ai écrit un livre sur le général de Gaulle, je viens d'en faire un autre, enfin sur de Gaulle et Mitterrand, un autre qui va paraître là, à la rentrée sur de Gaulle et Malraux. Donc j'ai lu, j'ai relu et lu je ne sais combien de fois. J'ai même une plaque dans mon bureau avec l'annonce qui est faite de cet appel du 18 juin. Je travaille sous cette icône. Mais le mot résistance apparaît là. La résistance, c'est lui qui l'invente, qui invente le terme. Et il veut une France libre. On va en parler tout à l'heure quand on parlera du livre du général de Gaulle. Mais il veut la France libre. Et la France libre, c'est l'époque, parce qu'il y a un envahisseur, parce qu'il y a une occupation, parce qu'il y a un régime collaborationniste, parce qu'il vient d'y avoir l'armistice plutôt sur cette date-là, etc., etc. Mais normalement, un chef d'État, c'est le chef de la résistance. Où sont les résistances aujourd'hui ? Où sont les occupants ? Où sont les soumissions ? Où sont les génuflexions, etc., etc. C'est là que ça devient intéressant. De Gaulle, c'est bien. Être gaullien, c'est bien. Être gaulliste, c'est mieux. Mais comme tout le monde se réclame du général de Gaulle et que personne ne résiste à rien, on se dit, mais vous résistez à quoi, vous ? Le général de Gaulle, c'est la résistance. Et c'était la résistance à tout ce qui n'était pas souverain et souverainisme, mais souveraineté. C'est ça qui est intéressant dans le film, d'ailleurs, sur le général de Gaulle. C'est de le montrer, défendant, parce que le souverainisme, c'est quoi ? C'est juste de dire, on veut être libre chez nous.
Voilà, on veut décider chez nous, comme chacun est libre chez lui et comme chacun n'accepterait pas que dans sa maison, ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la loi sur la cuisine, c'est les heures de coucher, de lever, etc. Un souverainisme, je ne comprends pas que ce soit une insulte pour beaucoup de gens, c'est la possibilité de dire, pour la France, c'est la France qui décide et qui dirige, c'est tout. Et si c'est la France qui dirige, c'est le peuple français. Et le peuple français, il dirige avec les élections, c'est-à-dire qu'on le sollicite avec le président de la République, élection au suffrage universel direct, et puis on le sollicite également avec des référendums ou avec les législatives, etc. Ça s'appelle une France libre. Et donc le général de Gaulle est l'homme de la résistance, mais de la résistance à une France qui n'est pas libre, à une France qui est occupée. Donc c'est ça qu'il faudrait célébrer, c'est-à-dire la résistance au sens large, mais très précisément les résistances. Et qu'on nous fasse savoir qu'on peut résister au club des pédophiles, là. Qu'on puisse résister au club des narcotrafiquants, qu'on puisse résister au club des islamistes intégristes, etc., etc. Il y a des occasions de résister aujourd'hui avec des gens qui en veulent à la France ou qui font comme si la République n'existait pas ou ne devait plus exister. Donc c'est formidable de commémorer, mais je ne suis pas pour des commémorations qui ne sont pas suivies des faits. Et il faut, quand on a fait cette commémoration, rentrer à l'Élysée et puis commencer à dire, bon, qu'aurait fait le général de Gaulle sur une configuration comme celle-ci, qui est celle, par exemple, c'est quand même pas impossible à faire, hein, mais de ce trafic pédophile français dont on sait aujourd'hui où sont les patrons, les chefs, les Obersturmführer et autres. On en a parlé au début de l'émission. Alors, le point philo cette semaine, c'est Le fil de l'épée, le livre du général de Gaulle. Vous dites que c'est un livre de philosophie politique. Oui. Michel, expliquez-nous. Oui, parce que le général de Gaulle est connu pour avoir écrit ses mémoires, mémoires d'espoir, mémoires de guerre, etc. Tout ça est en Pléiade et c'est mérité. C'est un style assez romantique, enfin un peu dans l'esprit de Chateaubriand qu'il adorait. Et puis il y a ces livres de jeunesse où il n'est encore que le jeune général, le jeune de Gaulle, qui est un militaire, qui écrit, non pas à cette époque-là, qui écrit Le fil de l'épée ou Vers l'armée de métier. Et c'est un véritable penseur. Moi, j'ai découvert un peu tardivement ses ouvrages, parce qu'on a tendance à commencer le général de Gaulle à l'appel du 18 juin. Et donc, j'ai été d'abord très étonné. Moi, je travaille avec plume à la main, je lis tout, et je fais des synthèses, des analyses, etc. Et j'ai des méthodes de fiches, etc. Sauf que je n'arrivais pas à mettre en fiche le texte, tellement il était serré, tellement il est dense. Et vous vous dites, mais je ne peux pas quintessentier quelque chose qui est déjà quintessentiel. Sujet, verbe, complément, paf, sujet, verbe, complément, paf, sujet, verbe, complément, un paragraphe, deuxième paragraphe, sujet, verbe, complément, une idée à chaque fois, etc. On se dit, mais c'est une facture littéraire extraordinaire. Et là, il n'est évidemment que cet officier qui réfléchit au chef en termes de guerre. Il se dit, nous allons avoir la guerre. Qu'est-ce que c'est un chef d'État, c'est ça? Alors c'est moi qui dis, oui. Il y a une espèce d'autoportrait en creux. Il se présente quand même comme le général de Gaulle quand il a 15 ans. Il est en train de s'imaginer général de Gaulle boutant les Allemands hors de France. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Et donc il y a chez lui cette espèce de destin. Il sait qu'il est un homme de destin et il ne sait pas qu'il sera le général de Gaulle, chef de l'État, la résistance, etc. On est en 1932 à cette époque-là. Mais on voit bien en creux un portrait de ce que doit être un chef, et moi j'ajoute d'État. Et il y aura en 58, évidemment, la Constitution. Il y aura en 62 l'élection au suffrage universel direct. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un chef et il faut un chef. Et là, il nous dit, voilà, un chef, c'est un homme qui a l'instinct, qui a l'intelligence, qui a la vue, qui a le caractère, qui a le tempérament, qui a l'autorité. Et cette autorité, on ne sait pas d'où elle vient. Elle ne s'enseigne pas non plus. Il y a une espèce d'aura. Il n'y a pas une école dans laquelle on dirait, voilà comment il faut être un chef, il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est très bergsonien. Il est très dans l'esprit du philosophe Bergson. C'est pour ça que c'est un texte de philosophie politique. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Comment ça fonctionne? Comment ça entretient un rapport avec le peuple? Il dit, il faut le silence. Il faut la distance. Il faut un rapport au peuple qui est mesuré, mais en même temps de proximité. Le chef doit protéger son peuple. Il doit garantir son peuple. C'est quelqu'un qui a la vision parce qu'il est porté par quelque chose de plus fort que lui, qui est justement cet instinct, l'art de ressentir les choses. C'est pas un homme de concept, c'est pas un homme d'idées, c'est donc pas un doctrinaire, c'est donc sûrement pas un idéologue. C'est un pragmatique, c'est un empirique, c'est quelqu'un qui dit il faut un grand projet. Qu'est-ce que le grand projet au 18 juin? C'est la France libre, c'est de fabriquer la France libre. Et qu'est-ce que le tempérament? Qu'est-ce que le caractère? Qu'est-ce que le style? Comment doit-on se comporter? Comment doit-on parler? Quel usage du silence doit-on faire? Quel usage de son propre corps?
Donc pas question d'apparaître comme un homme du commun. Donc c'est Malraux qui disait, chez De Gaulle, il n'y a pas de Charles. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce qu'était l'homme privé. On sait un peu, 2 ou 3 choses. Un peu sa femme, un peu sa fille handicapée, un peu ses enfants, un peu de toutes ces choses-là, mais le minimum, ce qu'on ne peut pas ne pas savoir. Et donc, il y a un portrait du chef dont on se dit, il sera le portrait que lui-même se fera de lui-même. C'est un portrait idéal. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait être chef de l'État aujourd'hui, il y en a une quarantaine, une trentaine, pourrait très bien regarder en disant, mais où en suis-je par rapport à ce portrait-là ? Oui, il y aurait moins de candidats, du coup. Hein. Ah ben oui, mais il y a peut-être des gens qui se donneraient vraiment des idées. C'est-à-dire, il faut une grande querelle et il faut une grande idée, dit le général de Gaulle, pour être un chef. Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous battre pour quoi ? Voulez-vous battre pour avoir un poste ? Voulez-vous battre pour être Isnogoud, pour être chef à la place de calife à la place du calife ? Ou vous avez un idéal pour la France. Et votre idéal, c'est quoi ? Ça tient en 2 mots. La France libre, c'est pas compliqué. La France libre quand elle est occupée. Mais aujourd'hui, on peut avoir un projet. Alors, c'est pas non plus la France plus forte, la France plus grande, la France nouvelle, la France souveraine. France, ou la France. Ça, c'est autre chose, c'est un autre projet. Mais la nouvelle France, c'est pas non plus ça. Encore que. On pourrait imaginer que peut-être que dans la configuration politique actuelle, le plus à même de dire qu'il a un projet, c'est Mélenchon. Après, on pense ce qu'on veut de ce projet-là, mais lui, il en a un. Et puis il dit, voilà, c'est mon projet. C'est un projet de civilisation. Une nouvelle France, c'est un projet de civilisation, oui, bien sûr. Et ce texte-là pourrait être enseigné dans une classe de philosophie. C'est-à-dire qu'on montrerait, je l'ai montré moi dans ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le rapport à Malraux, mais on montrerait comment il est bergsonien. Il avait lu Bergson. Quand vous allez à Colombo-les-Deux-Églises, vous avez dans sa bibliothèque les œuvres complètes de Bergson. Il a dit des choses très agréables concernant Bergson. Il est allé, semble-t-il, à l'un de ses cours au Collège de France. On n'a jamais pu savoir quand ou comment, de quelle manière, mais on le sait, il l'a dit. Et Bergson a dit du bien du général de Gaulle. Il a dit à un moment donné à sa femme que le seul homme capable de résoudre le problème de la France quand la France est occupée, c'est de Gaulle. C'est tout au départ. Donc il y a une relation entre les 2 personnages qui est tout à fait particulière. Et de fait, sur l'instinct, sur l'intelligence, sur la vision, sur la capacité à disposer d'une âme, d'un caractère, d'un tempérament, d'une volonté. Tout ça, c'est très bergsonien. Bergson a écrit un livre qui s'appelle « Les 2 sources de la morale et de la religion », dans lequel il y a des considérations politiques. Et c'est un homme de Bergson, tout comme Bergson est un homme du général. Le fil de l'épée du général de Gaulle. On le conseille donc à nos téléspectateurs, auditeurs, en lecture pour ce week-end ? Pas pour le week-end, pour la vie. Pour la vie, vous avez raison. Non, pour c'est la un livre vie. à méditer, à reprendre, à relire. Bien sûr. Et puis, je vous dis, c'est un livre d'acier, donc il y a parfois... Oui, juste un mot quand même, parce qu'on dit, ouais, le général de Gaulle, bréviaire du fascisme, de l'autoritarisme, etc. De Gaulle, homme du coup d'État permanent, pour reprendre la formule de Mitterrand. Lui dit, il ne faut pas que le chef d'État soit un militaire. Il ne faut pas que ce soit un seul, et que ce soit le gouvernement d'un seul. Donc, pas suspect d'être mussolinien. J'ai encore eu une discussion il y a quelques temps avec quelqu'un qui me disait, oui, c'est le livre d'un mussolinien. Pas du tout. C'est l'homme qui nous dit, il faut que la politique et les militaires entretiennent une bonne relation d'équilibre, mais c'est sûrement pas un éloge du coup d'État, c'est sûrement pas un éloge du militaire au pouvoir. Le général de Gaulle n'a jamais été un militaire au pouvoir. Il a été un chef de l'État qui, accessoirement, avait pour métier d'être général. Voilà, donc ça c'était le fil de l'épée. On signale aussi à nos téléspectateurs et lecteurs Front Populaire qui parle de la soumission des élites, une passion française, qui est toujours en kiosque, et évidemment le JD News, parce qu'on ne va pas oublier le JD News, dans lequel vous écrivez chaque semaine Michel, avec Alexandre Jardin. Il faut un référendum sur la justice, là encore une question d'actualité. Merci beaucoup pour cette émission qui était passionnante. Bonne journée à vous sur CNews et Europe 1.